Président, bonjour. Bonjour. On est encore mi-janvier, donc l'occasion pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur cette première partie de saison du FC Metz. Alors après 18 journées, le FC Metz est 4e, mais à 3 points du leader. Comment est-ce que vous jaugez un petit peu cette première partie de saison ? Bien, c'est une première partie de saison où je crois nous avons réussi de bonnes choses. Et puis, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire, notamment dans ces 3 matchs qu'on a perdus, qui sont 3 matchs à l'extérieur contre 3 Grenoble et le Red Star. Et c'est des matchs avec beaucoup de regrets parce que je crois que c'est des matchs qu'on a dominés, où on avait la maîtrise du jeu, où on a eu les occasions et on a manqué d'efficacité et on s'est fait punir sur des contre-attaques. Donc c'est des matchs qui laissent beaucoup de regrets. Et c'est 9 points qui ont été perdus. Si on avait pris que 3 points sur ces 9, on serait en tête. Donc on n'est pas loin de la tête, mais avec un peu de regret. On a fait des bonnes choses quand même dans cette première partie de championnat, notamment dans la possession de balles, dans la production du jeu, dans les occasions, les situations, dans les 18 mètres. On a manqué certains éléments, par exemple l'attaquant numéro 9, Stéphane Le Mignan, a été obligé d'improviser un petit peu, de reconvertir Cheikh Sabali dans ce rôle où il a très bien fonctionné jusqu'à mi-octobre. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait confiance dans notre effectif de l'année à Simon Elisor, qui n'a pas été performant, qui a été blessé, qui est mal revenu de cette blessure et qui finalement n'a pas eu de temps de jeu et n'a pas marqué de but. Donc c'est un peu ce côté-là qui est un peu une déception et qu'il faut essayer de corriger pour la deuxième partie de saison. Justement, vous avez mis plusieurs choses en avant. Il y a l'arrivée, on l'a dit, c'est un petit peu un nouveau projet, l'arrivée de Frédéric Arpillon d'un côté et de Stéphane Le Mignan. C'est une réussite pour le moment, ce tandem-là, dans cette équipe du FC Metz ? Oui, je pense qu'ensemble, nous avons réussi un mercato d'été qui est satisfaisant. On a recruté des joueurs de qualité et des joueurs d'expérience comme Gauthier Hein. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de supporters d'avoir un Thionvillois formé à Metz qui est maintenant le dépositaire du jeu de notre équipe. Et puis Benjamin Stambouli, un garçon qui a des références, qui a été champion de France, qui a joué au Paris Saint-Germain, qui a joué dans les grands clubs anglais, allemands. Et puis Jessie Deminguet, qui a été prêté par Strasbourg. Ça nous donne un milieu de terrain de qualité et d'expérience. Donc, avec l'arrivée de Stéphane Le Mignan, c'était parce que l'on voulait produire plus de jeux, alors qu'on était sur les 2 dernières saisons en jeu de transition, en cherchant la profondeur, des attaquants avec de la vitesse. Là, on est plus dans un schéma dans lequel on cherche la possession de la balle, des attaques placées, qui n'empêche pas le jeu de transition dans certaines situations. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'on a produit comme jeu dans la première partie de saison. Il faut du temps pour passer d'un schéma de jeu à un autre, passer d'un entraîneur plutôt transition à un entraîneur plutôt possession. Et je pense que la première partie de saison a été satisfaisante, mais on attend encore plus pour la deuxième partie. Quand vous dites que vous attendez plus, justement, c'est pour quelle finalité? On le sait, le FC Metz, on préfère le voir tous en Ligue 1, c'est une évidence. Vous l'avez dit, ce n'est pas forcément une obligation, en tout cas sur le papier, de remonter en Ligue 1, mais ça reste quand même l'idée dans l'équipe, dans la tête de tout le monde. Oui, bon, pour moi, le FC Metz, c'est un club de Ligue 1 et c'est ce que j'essaye de faire depuis que je suis président, de faire remonter en Ligue 1 et d'y rester. Bon, ça n'a pas fonctionné. La dernière fois, on est resté 3 ans. Maintenant, avec Laszlo Bonnet, on est resté qu'une année. Avec Fred Antonetti, on est resté 3 ans. Donc j'espère qu'on va pouvoir remonter et qu'on va pouvoir s'installer en Ligue 1. Mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, le FC Metz fait partie de ces clubs qui sont dans la deuxième moitié de la Ligue 1, parce que la première moitié, elle est préemptée par des clubs de milliardaires. Des Paris Saint-Germain, des Lille, des Nice avec comme actionnaire
Radcliffe, Ineos, Marseille, Lyon, C'est devenu une galaxie. Rennes avec M. Pinault. Donc il y a la moitié de la Ligue 1 est occupée par des clubs qui sont très riches et qui, parce qu'ils sont en Coupe d'Europe, bénéficient des droits de télé européens qui sont très importants et qui creusent encore plus l'écart. Donc nous faisons partie de ces clubs qui ont leur place en Ligue 1, mais qui sont dans les 8 clubs peut-être les plus exposés à une descente. Et donc vous avez en Ligue 1 et en Ligue 2 un paquet de clubs là, qui sont destinés à jouer pour ne pas descendre ou à jouer en Ligue 2 pour remonter. Donc des clubs comme Montpellier, Angers, Nantes, Saint-Étienne maintenant, Le Havre, et puis Lorient, le FC Metz. Voilà, nous faisons partie de ces clubs-là. Notre ambition, c'est d'être le plus souvent possible en Ligue 1. Et pour cette année, vous dites que c'est une obligation sportive de remonter ou si vous êtes toujours sur le même discours qui est du si ça doit durer un an de plus ou de... On veut remonter. Nous voulons remonter. Nous avons le stade pour la Ligue 1, nous avons le public pour la Ligue 1, et donc il nous faut nous installer en Ligue 1 et essayer d'y rester le plus souvent. Et donc cette année, l'équipe que nous avons bâtie, je crois, le recrutement que nous avons fait, c'est un recrutement pour monter en Ligue 1. Mais il y a, comme toujours, des surprises. On voit l'équipe de Dunkerque ou l'équipe d'Annecy. Et puis des candidats sérieux comme Lorient et le Paris Football Club. Le mercato, alors il y a déjà eu des arrivées, Arnaud Baudard, Idrissa Gueye. Est-ce que le club va encore continuer à se montrer actif sur ce mercato? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des besoins à combler? Vous parlez notamment de ce numéro 9. Nous souhaitions donner à Stéphane Le Mignan la possibilité d'avoir deux gardiens de bonne qualité, Alexandre Oukidja, et puis un autre avec peut-être une possibilité de jeu au pied un peu plus consistante. Et donc on a recruté Arnaud Baudard. On souhaite avoir un numéro 9 qui a un peu plus de présence dans le rectangle, dans la surface, et un peu plus de jeu de tête. Donc Idrissa Gueye arrive. Il y a une petite incertitude, c'est qu'il a eu une fracture de fatigue au mois d'avril dernier, et il vient de revenir, il vient de faire 2 mois de préparation ici avant le 1er janvier. Ça va très bien dans les entraînements, mais il n'a pas de compétition depuis maintenant 8 ou 9 mois. Donc on connaît son talent, on sait qu'il a tout ce garçon, il a le jeu de tête, il a les pieds, il a le déplacement, la vitesse, il a tout. Mais voilà, pas de compétition depuis 9 mois. Et donc si une opportunité se présente de recruter un attaquant supplémentaire, en prêt probablement, parce que sinon, un très bon attaquant en transfert, ça coûte énormément d'argent. On le sait avec notre expérience sur la cession, par exemple, de Georges Mikotadze. Effectivement. Donc voilà, c'est comme ça que se présente ce début de match retour. Et on a déjà 2 recrues. On verra si on peut en avoir une 3e, mais ça n'est pas forcément une obligation. Il y a aussi le rayon des départs. Alors, je veux juste revenir sur un petit épisode de l'été. On a eu Mathieu Hudol il n'y a pas longtemps en interview. Il faisait partie de ces joueurs que vous ne vouliez pas voir partir tout simplement cet été. Juste, est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur cette volonté? C'était dans l'idée du projet du club de ne pas laisser partir un joueur comme Mathieu Hudol? Non, mais Mathieu Hudol souhaitait partir pour jouer en Ligue 1 parce que, bon, il a, comme il le dit, un peu tardé à jouer en Ligue 1 compte tenu des 4 ruptures des ligaments croisés qu'il a subies. Et donc ces jeunes années se sont passées beaucoup dans la rééducation physique, la réathlétisation. Et donc il voulait ne pas perdre une année possible en Ligue 1. Néanmoins, les offres qu'on a eues n'étaient pas du tout satisfaisantes, et loin s'en faut. D'ailleurs, à un moment, je crois que son agent en est convenu. Et donc,
pour nous, Mathieu Hudol, c'est un joueur un peu charismatique, c'est un joueur emblématique, c'est un joueur qui a toujours joué au Football Club de Metz, à qui on a fait confiance en le prolongeant quand il était blessé. Et donc le club a montré son attachement quand il était blessé. Et j'ai toujours un attachement pour Mathieu. Donc il est resté. Il aurait peut-être préféré avoir une offre meilleure de la part d'un club de Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas complètement fermer la porte, hein, mais je lui avais dit qu'il fallait quand même que le FC Metz s'y retrouve dans cette opération. Ce qui n'a pas été le cas à ce moment-là. Et donc, ben voilà, il est avec nous, il est notre capitaine. Je pense que tout le stade est content d'avoir Mathieu Hudol. Surtout quand on voit la première partie de saison, on se dit que niveau application, il n'y a rien à redire. Voilà, non, il a fait une très bonne première partie de saison. Et je suis sûr qu'il va faire une très bonne deuxième partie de saison. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles, comme Mathieu Hudol, d'avoir des offres aujourd'hui au FC Metz? Non, il y a des joueurs pour lesquels on estime qu'ils peuvent trouver un autre club. Bon, on va parler de Simon Elisor qui n'a pas performé pendant la première partie de saison. Donc ça, c'est clair. Disons, il y a 2-3 joueurs sur lesquels on ouvre la porte. Mais avoir des offres sur des joueurs, on sait qu'il y a un joueur qui est très regardé aujourd'hui, c'est Sadibou Sané. Il y a beaucoup de clubs qui l'observent. Mais on estime que Sadibou Sané vaudra plus en fin de saison que maintenant. Donc c'est vrai qu'il a progressé énormément. Il a une capacité de vitesse qui attire tout de suite l'attention. Et il est en train de progresser beaucoup. On parle un petit peu du mercato d'hiver, vous parlez de la fin de saison. Sur les réseaux, voilà, on a parlé un petit peu du stade. On va revenir un petit peu peut-être là-dessus. C'est une séquence qui était de vous, qui était venue sur le plateau du Grand Limoges pour présenter un petit peu les travaux du stade Saint-Symphorien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce stade Saint-Symphorien? Bon, comme vous le savez, le Covid d'abord et la faillite de Mediapro, l'attribution des droits télé à DAZN dans des conditions financières qui sont à peu près la moitié de ce qui était envisagé par Vincent Labrune et son équipe, font que le football français est dans une situation financière très compliquée. Et nous, on en subit les conséquences. Donc, nous avions un peu différé des travaux suite au Covid. Exemple, l'angle sud-est du stade. Et puis, il y a 2 angles qui n'étaient pas envisagés initialement, pour lesquels nous réfléchissons aussi aujourd'hui, notamment l'angle nord-ouest. Et les études sont en cours, elles se compliquent un peu parce que se pose le problème de la charpente de soutien de la toiture de la tribune nord. C'est un problème technique un peu compliqué qu'on n'avait pas forcément prévu. Et ça nous diffère un peu la décision, parce que ce n'est pas un problème de financement, puisque c'est un immeuble qu'on envisage de faire pour avoir des bureaux, une nouvelle boutique, etc. Donc c'est un immeuble qui peut se financer en tant qu'immeuble et non pas en tant que stade. Donc ça se fera, mais les études sont un peu plus complexes que ce qui avait été envisagé. Pour le moment, cette nouvelle tribune sud, on l'a vu qu'il s'est passé quand même déjà pas mal de choses. La preuve avec Moselle TV par exemple, entre autres. Quel constat vous avez un petit peu déjà des premiers retours? La tribune sud, c'est une vraie réussite. C'est une tribune qui d'ailleurs attire l'attention, parce que tous les clubs qui viennent ici considèrent que c'est une tribune incroyable. Elle est grande, il y a des mètres carrés à profusion, il y a des activités très diversifiées. Le coworking qui a maintenant démarré il y a 6 mois, les activités qu'on appelle MICE, c'est-à-dire meeting, conventions, etc., qui marchent de plus en plus. Le chiffre d'affaires qu'on réalise sur ces activités est en croissance de 30 à 40% chaque année. Nous avons le cercle des Parèges qui fonctionne ici et qui a déjà 600 membres.
Donc la Tribune Sud, c'est vraiment une réussite. Il y a la location longue durée avec Moselle TV, avec Direct FM, avec le district Moselland Football maintenant qui s'est installé dans le stade. C'est le seul endroit en France où le stade du club professionnel du département accueille le district de ce département. Donc c'est vraiment une grande réussite. La Tribune Sud, c'est une grande réussite. Je rebondis sur un autre sujet. Tout à l'heure, vous parliez des droits télé. Alors, on sait qu'en ce moment, en France, c'est un petit peu particulier. Il y a les droits télé. On a eu pas mal de soucis autour de la présidence avec Vincent Labrune. On a DAZN. On a aujourd'hui le problème avec beIN Sport du côté des supporters, où les supporters ne se retrouvent pas forcément à venir voir les matchs en fin ou début de semaine, que ce soit le vendredi ou le lundi. Comment est-ce que vous voyez un petit peu ce football français? Est-ce que l'avenir proche du football français vous fait peur ou pas? Oui, c'est clair que, vu des clubs, ce qui se passe depuis l'épisode Mediapro et la faillite de Mediapro, et ensuite l'arrivée de CVC qui était supposé dynamiser les droits télé, eh bien finalement ça ne se réalise pas comme ça. Et on a vu arriver DAZN un peu la dernière minute, avec des montants qui sont la moitié de ce qui était envisagé par CVC et Vincent Labrune. Et donc la conséquence, c'est que le football français est en grande difficulté financière. Et en plus, on voit que même DAZN, ce n'est pas pour l'instant le succès qu'ils espéraient au niveau du nombre d'abonnements, mais on voit aussi qu'il y a un taux de fraude sur les matchs avec le streaming qui est de 50%. 50% des gens qui regardent le football le regardent sur des réseaux pirates. Et donc, ça veut dire que la moitié de l'argent qui doit aller normalement vers les clubs n'y va pas. Donc on se retrouve avec des droits télé qui sont réduits à portion congrue, notamment pour les clubs qui ne participent pas aux compétitions européennes. Parce que les clubs qui participent aux compétitions européennes bénéficient des droits télé européens. Donc ça crée dans le football français des catégories de clubs. Il y a les Européens qui, bon, en plus ont des propriétaires milliardaires. Je pense à Rennes avec M. Pinault, Nice avec Radcliffe, les fonds très, très, très puissants comme celui qui possède Lille. Je ne parle pas du Qatar, de Paris Saint-Germain, McCourt ou Textor à Lille, à Lyon. Voilà les clubs qui sont dans une catégorie sur le plan financier qu'on ne peut pas, avec lesquels on ne peut pas rivaliser. Et puis il y a les clubs qui souffrent maintenant, parce que à l'époque Mediapro, des clubs comme Montpellier, comme Metz en Ligue 1 ou comme Angers, Nantes, devaient avoir 35 millions de droits télé chaque année. Or, cette année, des clubs comme Montpellier, Nantes, etc., sont à 6-7 millions de droits télé. Donc c'est une perte de près de 30 millions. Mais 30 millions, c'est 30 à 40% du budget. Et donc, comment voulez-vous faire pour contracter les dépenses de 30 à 40% en très peu de temps? Donc, le football français est en crise et l'avenir du football français est incertain. Le FC Metz, dans tout ça, se porte plutôt bien Nous nous portons bien, c'est-à-dire que nous avons pu traverser ces 2 ou 3 dernières années d'une manière satisfaisante en équilibrant nos comptes grâce aux plus-values de transfert. Mais le futur est incertain parce que chaque année, il nous faut des plus-values de transfert pour équilibrer les comptes. Qu'en sera-t-il au mercato de l'intersaison 25-26 je n'en sais rien aujourd'hui. Et donc, on est dans cette incertitude, dans cette inquiétude, comme 10 ou 15 présidents de clubs français aujourd'hui.
Justement, il me reste une ou deux petites questions. Vous parlez d'incertitude. Je reviendrai très vite fait sur le RFC Serein qui est en partenariat, qui est club satellite du FC Metz. Il y a eu des rumeurs à un moment donné comme quoi ça pourrait arriver au terme, ce partenariat. Est-ce que c'est d'actualité ou pas du tout? Et aujourd'hui, Oui et non. Le RFC Serein nous coûte beaucoup d'argent et le partenariat peut très bien exister, même si nous ne sommes pas 100% propriétaires du RFC Serein. Donc aujourd'hui, je cherche une solution pour confier le RFC Serein à une autre structure financière que celle qui est liée au FC Metz et en conservant un partenariat avec le RFC Serein, indépendamment de l'actionnariat. à la Génération Foot, par contre, pas vraiment de Non, soucis. Génération Foot, nous avons un vu, partenariat qui a été re-signé pour 10 ans il y a 3 ans, je crois. Et donc, ça va encore jusqu'en 2030 ou 2031, je ne sais plus quelle année, mais il y a encore de nombreuses années devant nous pour le partenariat qui a été signé avec Génération Foot. Alors cette tournure de phrase m'amène à ma dernière question. Il y a beaucoup d'années devant le Génération Foot. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'années devant Bernard Serin à la tête du FC Metz? Comment ça se passe de votre côté à vous? De mon côté, évidemment, chaque année qui passe, j'ai un an de plus. Et il faudra bien qu'un jour je passe la main. Ce ne sera pas dans la famille, puisque j'ai perdu un fils et j'ai un fils, mais il habite Bruxelles. Il s'intéresse au FC Metz, mais il ne peut pas en prendre la responsabilité au quotidien. Donc il faudra qu'un jour il y ait une solution. Bon, si une solution locale se présentait, je serais le plus heureux, parce que je pense que notre club est un club qu'on caractérise en disant qu'il est familial, mais malheureusement, je n'ai pas pour l'instant identifié de possibilités locales. Au niveau français, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de candidats qui se soient manifestés nulle part, même pour d'autres clubs. Donc les investisseurs qui viennent maintenant dans le football français ou européen, quand c'est possible, comme l'Italie ou l'Espagne ou l'Angleterre, sont souvent ou des Américains ou des gens du Moyen-Orient ou même Chinois. Mais il faut être très très prudent. Moi je veux, si je passe la main, parce que j'ai encore aujourd'hui la santé suffisante et l'énergie pour continuer, mais si je passe la main, je veux être en situation de confiance par rapport aux repreneurs, une confiance sur le fait que les valeurs du club vont être maintenues, que la politique de formation va être maintenue. Donc je serai très attentif à ça. Et à janvier 2025, pour le moment, il n'y a rien avec absolument personne, que ce soit pour une quelconque approche, Non. Rien. Aucune discussion avec personne, aucune proposition de personne pour le moment, mais peut-être que ça viendra un jour. Bon, pour clore cette interview, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'année 2025 ? La montée en Ligue 1, évidemment. Je pense que tout le monde le souhaite, les supporters le souhaitent, et je fais partie des supporters aussi. Avec, pour la deuxième partie 2025, une bonne première partie de saison pour y rester, tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Si on va jusqu'au bout de l'année 2025, c'est une montée fin mai, parce que le dernier match, je crois que c'est le 18, et les barrages, c'est le 25 ou le 26, le match retour. Donc, fin mai, la messe sera dite, et j'espère que ce sera le FC Metz qui sera consacré. Et puis la deuxième partie de saison, vous l'avez dit, si nous avons le bonheur de monter en Ligue 1, il faudra faire une première partie de saison qui nous donne des points d'avance sur un tableau de marche de maintien. Merci beaucoup, Président. On se retrouvera sûrement très vite pour parler peut-être de la deuxième partie de saison du FC Metz. Très bien. Merci à vous.